Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de vous présenter assez rapidement, je me tiendrai au temps imparti, les travaux en cours à l'OCDE sur la problématique des perturbateurs endocriniens et le développement d'outils méthodologiques pour permettre aux pays, dans le cadre de leur réglementation, de gérer la question des perturbateurs endocriniens. Donc moi, je travaille depuis plus de 14 ans pour le programme des lignes directrices à l'OCDE. C'est le programme qui établit les méthodes d'essai pour la réglementation dans les pays membres. Et donc, c'est dans le cadre de ce programme de standardisation des outils tels que les lignes directrices qu'a été pour la première fois soulevée la question des méthodes à mettre en place pour les perturbateurs endocriniens, pour les détecter, les caractériser. Et il y a de cela maintenant 20 ans. C'était en 1996, la première fois qu'on a organisé une réunion à l'OCDE pour évoquer le cadre réglementaire dans les pays membres. Donc, les pays membres de l'OCDE aujourd'hui sont au nombre de 35. Ce sont surtout les pays européens, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Australie, le Japon, la Corée et quelques autres encore. Donc, sont essentiellement les pays les plus développés. Et le rôle de l'OCDE, c'est d'aider les pays membres et aussi les pays associés, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas des pays membres, tels que la Chine, le Brésil, l'Inde, où la production des produits chimiques est en forte augmentation. Et il faut absolument que ces pays-là participent aussi à l'élaboration d'outils méthodologiques et soient capables de mettre en œuvre les essais pour tester les produits chimiques. Donc notre vocation à l'OCDE, c'est d'aider les pays membres à développer les standards communs et les méthodologies harmonisées pour gérer efficacement les produits chimiques. Donc on parle là au-delà des perturbateurs endocriniens, bien sûr. Et on a un cadre à l'OCDE qui s'appelle l'acceptation mutuelle des données, donc, qui est permise grâce à ces outils harmonisés entre les pays et qui fait qu'un ensemble de données qui a été élaboré selon les bonnes pratiques de laboratoire et selon les tests de l'OCDE est accepté dans tous les autres pays qui adhèrent à cette AMD. Et ça évite ainsi les tests surnuméraires, les répétitions et aussi la dispersion des ressources, parce qu'évidemment tous ces tests coûtent extrêmement cher pour ceux qui les mettent en œuvre. Donc en lien avec la perturbation endocrinienne, les priorités jusqu'à présent, ça a été, donc, comme je le disais, le développement de lignes directrices permettant la détection, donc le criblage, le screening comme on dit, mais aussi la caractérisation dans des tests plus longs sur in vivo, notamment sur les rats, avec donc l'appui d'un groupe consultatif qui est constitué par des représentants des pays membres de l'OCDE, sont les autorités réglementaires, mais aussi des représentants des laboratoires contractuels qui effectuent tous ces tests, qui ont une grande expérience également à apporter dans les discussions, et aussi les industriels et les organisations non gouvernementales de protection des animaux et les ONG dites vertes. Donc, au-delà de ce groupe consultatif, on a des groupes de gestion de la validation, parce que pour standardiser ces lignes directrices, ces standards, il faut faire de la validation expérimentale, et c'est par cette validation qu'on peut s'assurer de la pertinence, de la relevance et aussi de la fiabilité, c'est-à-dire la reproductibilité dans le temps et dans les différents laboratoires de ces méthodes d'essai. Et donc aussi pour la perturbation endocrinienne, avec les pays membres, en 2002 déjà, on a élaboré un cadre conceptuel qui organise les différents tests qui ont été élaborés ou qui étaient en cours d'élaboration toutes ces années, selon leur degré de complexité biologique et selon la pertinence des informations fournies
à la fois sur le mode d'action et sur les effets adverses. J'y reviendrai. On utilise dans le cadre de nos discussions à l'OCDE la définition d'un perturbateur endocrinien qui a été établie par l'OMS en 2002. Même si elle n'est pas universelle, elle offre quand même, elle est, on va dire, le plus largement reconnue. Donc je tiens à dire aussi que harmoniser les méthodologies et les approches pour l'évaluation des dangers des perturbateurs endocriniens, ce n'est pas harmoniser les exigences réglementaires entre les pays. Malheureusement, il y a une marche qui est plus ou moins haute, mais les pays restent libres de mettre en œuvre les réglementations qui leur conviennent, chacun chez soi. Donc les accomplissements principaux, brièvement, donc de nombreuses lignes directrices depuis 1998. En 2002, l'accord sur un cadre conceptuel qui a été révisé en 2012, modernisé un petit peu. En 2009, on a, à la proposition du Danemark, qui est très actif, un pays très actif à l'OCDE sur la question des développements de méthodologies pour les perturbateurs endocriniens. On a eu un atelier avec tous les pays de l'OCDE. Il y avait beaucoup de participants pour faire le point sur les activités en cours dans les pays et définir les priorités à venir. En 2012, à l'OCDE, on a publié un gros document guide sur l'évaluation des données d'essais standardisés, donc principalement les essais OCDE, dans le cadre des perturbateurs endocriniens. Je vais revenir un petit peu sur ce document guide. Et on a aussi publié une revue détaillée sur les nouveaux effets et modes d'action. Parce que jusqu'en 2012, on s'est essentiellement intéressé à ce qu'on connaissait le mieux, c'est-à-dire l'axe œstrogénique, l'axe androgénique et dans un petit peu aussi à l'axe thyroïdien, même si c'était essentiellement les hormones sexuelles qui étaient sous le feu de la rampe. Donc en 2012, on a essayé de regarder ce qu'il y avait au-delà de ces axes endocriniens. Donc sur cette diapositive, c'est une vue d'ensemble du cadre conceptuel dont je parlais. Donc au niveau 1, c'est seulement les données existantes. Quelles sont les données existantes sur les propriétés physico-chimiques, etc., des produits chimiques qui peuvent nous donner des informations intéressantes. Au niveau 2, ce sont tous les essais in vitro qui donnent essentiellement de l'information sur le mode d'action. Au niveau 3, ce sont les essais in vivo, donc essentiellement sur rats pour la santé humaine ou sur poissons et amphibiens pour les espèces environnementales. Donc les essais in vivo qui fournissent des informations sur des mécanismes d'action sélectionnés. Et des voies de toxicité. Au niveau 4, ce sont les essais in vivo, on va dire, un petit peu plus complets et qui donnent des données sur les effets nocifs, les effets adverses. Et au niveau 5, c'est des essais le plus complets, les plus chers aussi et les plus longs, on va dire. Donc c'est important ici de faire un petit peu le distinguo entre les informations sur les modes d'action et les informations sur les effets adverses, parce qu'effectivement, dans le cadre réglementaire, il va être demandé pour définir une substance comme perturbateur endocrinien d'avoir à la fois des informations sur le mode d'action et sur les effets nocifs observés. Donc voilà, je ne vais pas passer en revue le détail de tous les essais à tous les niveaux. J'ai simplement mis à jour là où on a eu là où on a publié récemment des lignes directrices. Donc vous voyez, aujourd'hui, on en a, je vais dire, au moins une vingtaine. La moitié sont assez spécifiques aux perturbateurs endocriniens. Et l'autre moitié, ce sont, on va dire, plutôt des essais qui sont effectués de manière routinière. Par exemple, dans REACH, ce sont des essais qui sont demandés pour les forts tonnages. Par exemple, ici, on a la ligne directrice 421, qui est un test de screening de reproduction
Et cette année, l'année dernière plutôt, on l'a mis à jour, ce test de routine, à l'initiative du Danemark, encore une fois. Le Danemark s'étant dit, au niveau de REACH, on va très peu probablement demander des essais spécifiques, donc il vaut autant mettre à jour les essais qui sont déjà effectués en routine en y ajoutant des endpoints, des paramètres, des effets qui sont spécifiques à la perturbation endocrinienne. Donc ils ont ajouté par exemple la distance anogénitale qui est spécifique à la perturbation endocrinienne et qui donne donc à la fois, donc dans cet essai fait en routine, des informations sur le mode d'action et des informations sur les effets adverses, nocifs. Donc voilà, là c'est le niveau 5, le niveau, on va dire, le plus complet, on ne va pas dire définitif vraiment, mais c'est ce qu'on a comme tests les plus complets. Ce sont habituellement des tests une génération étendue, à la fois pour l'environnement, chez notamment le poisson, et aussi pour donc, la santé humaine, évidemment, le 2 générations et la 1 génération étendue, qui est un test assez récent en fait. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure d'un document guide sur l'évaluation des données d'essais standardisés. C'est un document. Alors tous nos documents sont disponibles en ligne gratuitement. Nos projets de documents qui sont soumis à la consultation publique sont également disponibles gratuitement sur notre site. Donc ça, je vous invite à regarder si vous souhaitez. L'objectif de ce document, publié en 2012, c'était de guider l'interprétation des évaluateurs sur les données au moyen de scénarios possibles et de guider l'utilisateur, donc l'évaluateur, sur les tests qui permettent d'augmenter les preuves qu'une substance possède ou pas des propriétés de perturbateurs endocriniens, avec des études de cas en plus. Donc voilà, ce document, c'est un énorme document parce qu'on a essayé d'imaginer tous les scénarios possibles en partant des essais, enfin des données existantes, d'un résultat d'essai. Par exemple, ici, on parle d'un résultat d'essai sur un récepteur à œstrogène. Dans ce scénario ici, on a un essai qui est positif. Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder à côté les données existantes. Est-ce que sur le mécanisme d'action, on a plutôt des données concordantes qui disent que effectivement on a un mode d'action lié au récepteur à œstrogène. De l'autre côté, on va regarder aussi sur les effets qui sont observés in vivo. Est-ce que tout ça c'est aussi concordant ? Est-ce que il semble qu'on ait des effets liés à la voie du mode d'action récepteur à œstrogène ? On propose des conclusions possibles. Et aussi, on propose quel pourrait être l'essai supplémentaire qui pourrait être conduit si l'évaluateur ne trouve qu'il n'a pas assez de données avec ce qu'il a et s'il veut faire un autre test pour confirmer tout ça, quel est le test à faire. Et puis, voilà, d'autres considérations, parce que bien sûr, tout ça, c'est à mettre en contexte. Donc brièvement, je voulais aussi parler un petit peu de ce qui se passe dans les pays membres de l'OCDE qui sont assez actifs sur la question de la gestion des perturbateurs endocriniens. Alors je vais parler brièvement des États-Unis, j'ai une diapositive, du Japon et de l'Union européenne, qui sont essentiellement les pays où il se passe, les régions où il se passe quelque chose. Alors aux États-Unis, de façon très précoce, déjà en 1996, je crois, ils ont mis en place ce Endocrine Disruptor Screening Program, avec un mandat très clair du Congrès. Ils devaient valider des méthodes, etc. Tout ça, ils l'ont fait. Et donc avec tous les outils de premier étage Tier 1 et de deuxième étage Tier 2, entre 2013 et 2015, ils ont commencé à tester des substances. Alors c'était d'abord 67 substances. Puis ils se sont rapidement rendus compte que même s'ils faisaient d'autres essais de deuxième étage, etc., ils avanceraient très peu rapidement et qu'il fallait, si on voulait cribler tout l'univers des
substance potentiellement perturbatrice endocrinienne, il fallait d'autres outils. Donc, entre-temps, ils avaient un programme qui s'appelle ToxCast, qui leur a permis de valider, on va dire, sur des grosses plateformes à haut débit, un certain nombre d'essais. Donc, tous ne sont pas spécifiques de la perturbation endocrinienne, loin de là. Mais au fur et à mesure, en ce moment, ils essayent de raffiner et de voir quels sont les essais à haut débit qui permettraient de donner des informations pertinentes, relevantes et fiables. Donc là, ils ont testé environ 1800 produits chimiques pour leur potentiel de liaison aux récepteurs œstrogéniques, et c'est quelque chose qui a été publié l'année dernière. C'est assez critiqué, je vais dire, mais bon, c'est un pas en avant pour essayer de faire plus avec les outils existants. Au Japon, ce sont des activités soutenues par le ministère de l'Environnement. Ils ont beaucoup participé au Japon aux travaux de validation de plusieurs essais, notamment en écotox, sur les poissons, les amphibiens et les daphnies, qui ont abouti à des lignes directrices à l'OCDE, mais il n'y a pas de programme réglementaire au Japon. C'est essentiellement de la recherche et il n'y a pas d'action réglementaire à ce jour derrière. Donc, dans l'Union européenne, vous avez tous entendu parler de REACH. Donc, dans REACH, en fait, le principal moyen d'évaluer et d'identifier des perturbateurs endocriniens, c'est à travers ce qu'ils appellent l'évaluation des substances, Substance Evaluation, qui est menée par les États membres. Ce n'est pas une activité de l'ECA, c'est vraiment une activité des États membres sur la base des données existantes rassemblées, avec la possibilité de demander des essais supplémentaires plus spécifiques, in vitro ou in vivo. Il y a un groupe d'experts dédiés, ils émettent un avis scientifique et si l'évaluation le confirme, la substance peut tomber sous le coup de l'article 57F, si je ne me trompe pas, qui est Substance of Equivalent Level of Concern et peut être soumis à autorisation ou restriction et la décision appartient au comité des États membres. Au niveau des pesticides et biocides, ça bouge beaucoup aussi en ce moment. Il y a toute la question des critères pour les perturbateurs endocriniens. C'est une question qui est en cours, en progrès. Tout n'est pas encore défini sur les critères. Donc il y a une proposition de la Commission européenne pour identifier les perturbateurs endocriniens. Ils utilisent la définition de l'OMS et l'identification serait sur la base de données existantes, de revues systématiques et du poids de la preuve. Donc voilà, autrement, brièvement, il me reste une ou deux slides, un ou deux transparents. Alors la liste des priorités chez nous, donc au niveau de l'OCDE, enfin, ce sur quoi les pays veulent continuer à travailler à l'avenir, c'est sur le développement de méthodes in vitro pour détecter les substances actives sur l'axe thyroïdien. Ça a été, depuis déjà 2 ans, on essaye de motiver les pays membres pour faire des propositions d'essais qui pourraient être standardisés pour l'axe thyroïdien. Ça, c'est vraiment le parent pauvre au niveau des méthodes standardisées, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'apprentissage, enfin voilà, au niveau de l'épidémiologie chez les enfants par rapport aux capacités d'apprentissage, etc. Et on pense qu'il y a peut-être quelque chose lié à l'axe thyroïdien et qu'il faudrait avoir des méthodes standardisées pour essayer de mieux comprendre les modes d'action par rapport aux produits chimiques sur le marché. Aussi, une autre priorité, c'est de continuer de mettre à jour des méthodes existantes, celles qui sont notamment utilisées en routine, pour inclure des effets de la perturbation endocrinienne. Bon, là, évidemment, il faut connaître les effets que l'on cherche, il faut que ce soit suffisamment standardisé et suffisamment bien compris pour être inclus dans des standards réglementaires. Aussi, une meilleure prise en compte des effets transversaux pertinents pour différents groupes taxonomiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on connaît de ce qui se passe chez des amphibiens, par exemple, au niveau de l'axe thyroïdien, et qui pourrait être extrapolé chez tous les vertébrés en général, y compris pour la protection de la santé humaine.
Et au final aussi, on s'est lancé depuis 2012 dans un programme à l'OCDE qui s'appelle le programme de développement des AOP. AOP, c'est un acronyme anglais, anglophone, pour Adverse Outcome Pathway. Donc ça, c'est pas un outil en tant que tel, c'est juste de la gestion de la connaissance pour permettre aux régulateurs de mieux comprendre les cascades les effets en cascade en fait au niveau de l'organisme et avoir des outils qui puissent leur permettre de faire des tests très en amont qui sont prédictifs d'effets en aval. Donc ces AOP, donc pour la neurotoxicité du développement, il y a un projet qui est mené par l'EFSA en ce moment sur la neurotox du développement. Ils sont très intéressés, bien sûr, par rapport aux pesticides. Aussi le développement d'AOP pour l'axe PIPAR et RXR, le système rétinoïdien, qui sont impliqués dans les pathologies métaboliques, et ça fait suite à ce que mon prédécesseur évoquait précédemment. Ça, c'est un travail mené par la Suède et la Commission européenne. Et aussi, on essaye au fur et à mesure une meilleure utilisation des programmes d'essai à haut débit. Parce que si on veut, à l'avenir, cribler, screener un maximum de substances qui sont déjà sur le marché, il faut des outils plus performants. Donc voilà, pour plus d'informations, je vous invite à consulter les sites de l'OCDE et tout est disponible en ligne et gratuitement. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît. Monsieur Bourguignon. Merci, Madame, pour votre présentation. Vous avez fait référence aux propositions de la Commission européenne qui, en matière de données scientifiques exploitées, précise très, très directement qu'on fera référence aux données qui suivent les recommandations, les directives internationales, les bonnes pratiques, comme celles de l'OCDE. N'y voyez-vous pas une certaine inquiétude? En tout cas, moi, j'en vois une en tant que scientifique, dans la mesure où je pense que la recherche avance parce que, bien sûr, il existe des recommandations, mais aussi parce que le chercheur a la liberté de choisir la méthode en fonction de ce qui sera son hypothèse de travail. Et ça pose la question de comment utiliser ces données, on va dire, normatives dont on a besoin, j'en suis conscient, par rapport aux données de la recherche dans les revues à comité de lecture, qui est, je crois, un apport très important. Alors oui, merci pour votre question. C'est une question qui est souvent évoquée, auquel l'OCDE a essayé de répondre, parce qu'évidemment, on ne veut pas, par la promotion des bonnes pratiques et des méthodes standardisées, donner l'impression que les autres études qui sont faites dans le cadre académique ne sont pas de bonne qualité. Ce n'est pas du tout le message que nous souhaitons faire passer. Et d'ailleurs, dans REACH, au niveau de la Commission européenne, dans la réglementation, toutes les données existantes doivent être utilisées. Avant de faire des essais supplémentaires dans le cadre réglementaire, les données existantes doivent être prises en compte. Donc bien sûr, il y a un peu de tout dans les études existantes. On peut trouver des études de bonne qualité, des études de mauvaise qualité. Il existe des échelles de gradation de la fiabilité des études. Vous connaissez sans doute l'échelle Climich, qui permet de mettre un petit peu, de pondérer les études les unes par rapport aux autres en fonction de leur qualité. Donc, pour ça, il y a un certain nombre de critères. Ça n'a pas été établi par l'OCDE, mais c'est quelque chose qu'on promeut, évidemment, et c'est toujours sur la base de l'ensemble des données qu'une conclusion peut être tirée. Yves Juillet. Et puis ensuite, oui, merci pour votre exposé très intéressant. Et je voudrais rapprocher cette démarche de l'OCDE pour les perturbateurs endocriniens de la démarche qui a été celle du médicament.
pour lesquels, il y a une trentaine d'années, a été envisagé des conférences internationales sur l'harmonisation des réglementations, ICH, qui ont conduit à des lignes directrices, qui sont admises dans le monde entier, enfin essentiellement dans les 3 premiers groupes de pays, c'est-à-dire États-Unis, Japon et Europe, pour l'évaluation des médicaments et l'autorisation de mise sur le marché. La démarche que vous décrivez est du même type, et vous avez noté au début de votre exposé la nécessité ou l'intérêt de reconnaissance de données. Mais pour qu'il y ait une reconnaissance de données, il faut qu'il y ait une sorte de consensus, je dirais, politico-administratif sur le fait que les études en question sont admises en tant que telles et qu'à partir de là, des études qui auront été faites en suivant ces recommandations avec une qualité scientifique acceptée et vérifiée puissent conduire à ce qu'on ne refasse pas les études en question et que l'on considère que pour un produit donné, il y a des informations qui sont stables. Or, ce que nous avons vu tout au cours de la journée, c'est qu'en définitive, on a toute une suite d'informations contradictoires ou tout au moins pas obligatoirement de même degré. Alors, tout en respectant ce qui a été dit par le précédent intervenant sur la nécessité de maintenir la possibilité, bien sûr, d'avoir des chercheurs qui vont développer certaines activités pour, en particulier, développer des techniques qui seront améliorées par rapport à celles qui existent, il est intéressant d'avoir des paliers, en définitive, on dit, bon, voilà ce que nous savons, parce que les études ont été faites de telle et telle manière, et les recommandations qui ont été faites par l'OCDE, je suppose, font état de l'art, et donc elles sont acceptées. Alors, ma question est, vous avez montré 3 slides avec les États-Unis, le Japon et l'Europe, qu'en est-il de la reconnaissance d'abord de ces guidelines en tant que tels par les 3 régions, et qu'en est-il de la reconnaissance des données générées par l'utilisation de ces guidelines d'une région à l'autre? C'est-à-dire que si un produit est utilisé d'une certaine manière en Europe, est-il reconnu ensuite, si la qualité scientifique du travail est correcte, par les États-Unis ou pour le Japon? Et sinon, y a-t-il des étapes qui sont prévues pour que l'on aille dans ce sens? Merci. Oui. Alors, l'accord politico-administratif dont vous parliez, il existe à l'OCDE. C'est un acte du Conseil de l'OCDE. Cet acte a été signé et établi en 1981 et date à laquelle les lignes directrices de l'OCDE, les test guidelines, ont commencé à être publiées. Donc, c'est quelque chose qui existe et il se base sur les lignes directrices et sur le respect des bonnes pratiques de laboratoire. Et donc un essai conduit dans un laboratoire, notamment les labos contractuels, qui respectent une ligne directrice et les bonnes pratiques de laboratoire, est normalement systématiquement accepté dans un autre pays membre, si tant est que cet autre pays membre a les mêmes exigences réglementaires. Alors, c'est important parce que je disais justement que harmoniser les essais entre les pays et parvenir à cet accord des standardisés, harmonisés, c'est différent d'harmoniser les exigences réglementaires. Et donc, on ne peut pas imposer à un pays une étude si ce pays réclame, a d'autres exigences réglementaires. Et donc... oui, les lignes directrices de l'OCDE, elles sont acceptées, notamment pour les perturbateurs endocriniens, mais un pays, par exemple, comme le Japon, qui ne réglemente pas les perturbateurs endocriniens, vous pourrez lui imposer des études. S'il ne réglemente pas, eh bien, ça ne va pas faire grand-chose, en fait. Ça n'aura pas d'effet au Japon. Il faut qu'au Japon, un jour, il réglemente les perturbateurs endocriniens. Je prends le Japon, mais je pourrais prendre d'autres pays. Il y a plein d'autres pays qui, pour l'instant, ne réglementent pas, n'ont pas de critères précis sur les perturbateurs endocriniens. Les États-Unis et l'Union européenne sont vraiment les plus avancés de ce point de vue, même si aux États-Unis, pour l'instant, il n'y a pas eu d'action réglementaire sur aucun perturbateur endocrinien. Il faut le savoir.
Monsieur Charpentier. Merci beaucoup. Bernard Charpentier de l'Académie de médecine, mais surtout je suis le président de la Fédération européenne des académies de médecine. Et jeudi dernier, je représentais l'ensemble des coupoles académiques en Europe, c'est-à-dire ALEA et ASAC, qui fait partie de cette maison, Académie européenne, FEAM et Eurocase. Et nous avons eu la première réunion avec Jean-Claude Juncker et les 7 HLG, dans lesquels M. Villani de cette maison fait partie. Et dans les 5 thèmes qui nous ont été imposés de type top-down, nous avons donc pesticide legislation dedans, avec la nutrition des océans, le digital market et les nouvelles techniques en agriculture par donc gene editing sur les plantes et sur les animaux. Donc je pense qu'on aura 6 mois, et cette maison sera incluse, et la mienne aussi, rue Bonaparte, dans cette démarche technique sur la législation des pesticides et l'interférence hormonale, pour vous dire que du côté de la Commission européenne, qui attendra ces résultats pour les transmettre au Parlement pour législation, donc l'avis, entre guillemets, des principales académies scientifiques, parce que l'Académie européenne, c'est les arts, etc., c'est peut-être moins important, mais en tout cas, on sera entendu par les 7 HLG et par, bien sûr, Jean-Claude Juncker, la Commission européenne. Merci de cette information. Madame Parent-Massin. Oui, permettez-moi d'apporter une précision afin d'éviter toute confusion entre les lignes directrices ICH pour le médicament et les lignes directrices OCDE. En tant que toxicologue alimentaire et ancienne présidente de la Société française de toxicologie, les lignes ICH, c'est la liste des études toxicologiques qu'il faut faire. Et elles doivent être réalisées aussi bien sur le médicament que sur le produit chimique que sur les contaminants de l'alimentation, suivant les lignes directrices OCDE que tout le monde suit. Toxicologue du médicament, toxicologue de l'industrie chimique, toxicologue des pesticides, etc. Nous suivons tous ces lignes directrices et nous nous félicitons de voir que l'OCDE les enrichit de plus en plus pour détecter les perturbateurs endocriniens. Voilà la précision que je voulais apporter. Merci. Attendez, il y a monsieur Bernard Gégaud, Paul Vert. Voilà. Oui, il est important, bien sûr, de se pencher sur toute l'historique, la mise en place, la réglementation sur les médicaments pour éclairer le débat. Pour faire très court, il y a une étape quand même qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'on ne peut pas faire d'équivalent essai clinique sur les produits chimiques industriels à visée de la consommation. Et c'est là tout le problème. Parce que la première séquence par rapport à la réglementation médicaments, qui est la pertinence, à partir de résultats de recherche, de mener des essais équivalents aux essais de phase 1, ça on l'a. Je veux dire, il y a des groupes de chercheurs dans le monde qui trouvent tel ou tel phénomène et que d'autres se saisissent, et là, pour le coup, sur des protocoles qui ne sont pas complètement décantés d'ailleurs, mais très codifiés d'expérimentation sur l'animal, c'est analogique. Mais bon, on n'a pas d'essais cliniques de phase 2, etc., etc., avant la mise sur le marché. Et du coup, toute la réflexion et quelquefois la controverse porte sur l'extrapolation qu'on peut faire à partir de manip in vitro, de recherche par exemple, ou d'expériences in vivo, et toute l'extrapolation qu'on peut faire vis-à-vis après de la santé humaine, dont le reflet est à extraire des études épidémiologiques qui ne sont pas assez nombreuses, qui sont extrêmement coûteuses. Voilà. Merci. Monsieur Paul Vert. Je voudrais vous porter un témoignage et laisser à votre appréciation au sujet d'une réglementation éventuelle. En 2006, il y a eu une grande campagne contre les cosmétiques chez les nourrissons. Et j'ai eu l'honneur de représenter l'Académie de médecine dans un groupe de travail ad hoc de l'Agence nationale du médicament. Et nous avons auditionné un certain nombre de fabricants, d'industriels, et nous avons assisté à une sorte de détournement de la Convention d'Helsinki. Cette firme disait « Nous n'avons pas de raison de faire aucune étude, y compris non agressive, comme simplement doser des métabolites dans les urines, puisque ça n'est pas conforme aux recommandations éthiques de la Convention d'Helsinki. » Alors il s'agissait évidemment des parabènes, éventuellement des sels de métaux lourds, mais c'était surtout les parabènes qui étaient sur la sellette. Et on a assisté à une sorte de refus absolu
d'une des plus grandes firmes, que je ne citerai pas, de cosmétiques mondiales, et de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là, c'était pour eux tout à fait contraire aux recommandations internationales. Ils s'en ajoutaient une deuxième, qui était qu'on ne pouvait pas travailler sur l'animal entier, qu'il fallait travailler sur des cultures de peau, puisqu'il s'agissait d'absorption cutanée. Et la seule chose qu'on pouvait obtenir, c'était une extrapolation de l'adulte à l'enfant. Et on sait que la perméabilité cutanée de l'enfant, du nourrisson en particulier, est considérablement supérieure à celle de l'adulte. Elle est considérable. Voilà. Je voulais vous soumettre ce témoignage à votre avis et savoir s'il n'y a pas besoin d'une réglementation plus large, plus contraignante. C'est une question qui s'adresse non pas seulement à vous, on va vous libérer peut-être parce que là on est rentré dans la discussion générale.